Bonjour Mev. Je suis trop content d'être là. Period. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode qui a mis trop longtemps à venir. Mais franchement, n'en parlons pas. Faites comme si de rien n'était, genre vraiment. Je me suis dit, il fallait que je sorte cet épisode pour ceux que ça intéresse et qui sont là en mode bah ouais, on aimerait entendre le dernier style d'attachement. Bah voilà, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du dernier style d'attachement qui est le style d'attachement anxieux évitant. Et cet épisode, il va être un peu plus long que les autres, parce qu'en fait, pour expliquer le style d'attachement anxieux évitant, genre c'est important de parler des motivations derrière les comportements des personnes qui ont un style d'attachement anxieux, de ceux qui ont un style d'attachement évitant. Et c'est pour ça que c'est un peu plus long, mais c'est pour ça que je suis content de faire cet épisode. C'est important, c'est bien. En fait, au début, j'étais un peu là en mode, mais on s'en bat les couilles, genre. Enfin, faites des trucs marrants. J'ai très envie d'être marrant. J'ai très envie de vous servir du divertissement de haute qualité. Je vais pas donner de date parce que vous-même vous savez, mais on est en train d'en parler, moi et mes alters. On va vous servir un truc simple. En tout cas, j'espère que cet épisode vous plaira. Il y a un épisode qui arrive bientôt aussi, qui est déjà planifié, donc ça c'est très weird. J'espère que l'épisode va vous plaire. Bisous. Mais en tout cas, je suis de très bonne humeur. Genre, je sais pas, je vais pas me porter l'œil, mais en ce moment ça va. Hein. Et franchement, le fait que ça aille, c'est stylé. Hein. J'aime bien, perso, un peu fan. Quoi? Bonjour ou bonsoir même, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de quoi et aujourd'hui nous allons terminer sur le dernier style d'attachement insécure qui est le style d'attachement anxieux évitant qui pour moi est le plus important. En tout cas j'espère que vous allez bien, je pensais que j'aurais fini toute cette saga beaucoup plus rapidement mais en tout cas je suis content de revenir aujourd'hui ce soir, peu importe l'heure à laquelle est posté ce podcast, pour moi il est 22h46. Ensuite j'ai un train à 6h pour Marseille. Je reste à Marseille 24 heures. J'ai un rendez-vous le lundi, un rendez-vous le mardi. Et ensuite, je repars pour Paris le jeudi matin pour retourner à Marseille samedi soir pour repartir lundi et rentrer à la maison. Je vais avoir une longue semaine et c'est pour ça que j'étais là. Bon, il faut absolument que je filme cet épisode là maintenant. Comme ça, c'est fait. Mais en tout cas, très très content des retours qu'il y a eu sur ces épisodes. Genre, je m'attendais pas à ce que ce soit des épisodes qui marchent à proprement parler, parce que quand même, c'est un sujet qui est assez niche et qui n'est pas forcément marrant. Donc du coup, très content des retours qu'il y a eu et très content des messages de gens qui me disent déjà que ça change leur vie et que ça leur fait remettre plein de choses en perspective et qui voient un peu leur relation et leur frise chronologique relationnelle d'un tout nouvel œil et très content parce que c'était le but quoi. Mais en tout cas aujourd'hui nous allons parler du dernier style d'attachement insécure. Nous allons parler du style d'attachement anxieux évitant qui est caractérisé par une blessure de trahison. Quoi? Alors je sais que le choix le plus évident lorsqu'on lit la théorie de l'attachement et qu'on la lit un peu en diagonale et qu'on voit qu'il y a un style d'attachement anxieux et un style d'attachement évitant, le premier réflexe c'est de se dire que le style d'attachement anxieux évitant, c'est tout simplement les deux en même temps. Alors qu'en fait pas du tout. En fait imaginez, c'est un métissage. Il y a plein de métissages qui peuvent se manifester de manière différente. Enfin, il y a un parent blanc et un parent noir qui peuvent avoir un enfant blanc ou un enfant hyper dark skin. C'est à peu près pareil et c'est pour ça que c'est assez compliqué à définir et à comprendre et à voir, que ce soit pour le monde extérieur ou pour la personne qui a ce style d'attachement-là. Et aussi, il y a certaines personnes qui vont s'auto-diagnostiquer avec un style d'attachement anxieux évitant à tort, parce qu'elles vont se dire ouais parfois je suis anxieux, parfois je suis évitant, etc etc, alors que avoir des tendances anxieuses, avoir des tendances évitantes, c'est tout à fait normal et ça ne définit pas un style d'attachement à part entière. Ce qui définit un style d'attachement, c'est les stratégies derrière chaque comportement, les motivations derrière chaque comportement, et c'est ça qui fait la différence et qui fait que X ou Y a tel ou tel style d'attachement. Mais par exemple, une personne qui est évitante, qui est dans une relation avec une personne qui ne demande pas tant d'attention que ça, va parfois finir par être elle-même anxieuse parce qu'elle va se dire ah ouais mais là je suis avec une personne qui est parfaite pour moi et il faut vraiment que je sois parfait pour ne pas perdre cette relation, parce que mes chances de trouver quelqu'un d'autre comme ça sont assez limitées au vu des standards que j'ai dans ma dating life.
Et une personne anxieuse pourrait être dans une relation avec une personne qui demande beaucoup d'attention, ce qui est encore une fois un hic pour la personne anxieuse, mais elle va rester dans cette relation par peur d'être seule. Donc elle aura des comportements évitants dans cette relation, mais une fois qu'elle sera dans une relation avec une personne qui lui correspondra plus, entre guillemets, ces tendances anxieuses reviendront. Les comportements qu'on peut avoir et les sentiments qui peuvent être ramenés à la surface en relation, en situation de stress, c'est important et évidemment qu'il faut le relever, mais il faut aussi aller plus loin que ça et aussi regarder la motivation derrière ces comportements. Et c'est pour ça que quelqu'un qui a un style d'attachement anxieux évitant est une personne qui a un style d'attachement anxieux évitant parce que la motivation derrière ces comportements, c'est une motivation qui est désorganisée et ça va conduire à une espèce de tension intérieure constante. En fait, imaginez une espèce de spectre, on a anxieux, au bout, on a évitant. Au milieu, on a sécure. Une personne qui a un style d'attachement anxieux évitant va bouger entre les deux de manière tout à fait désorganisée, au point où son entourage a du mal à comprendre et où la personne elle-même a du mal à comprendre. Et ça conduit à une espèce de tension intérieure constante. Et c'est dicté par cette vision du monde qui est différente pour la personne qui a un style d'attachement anxieux évitant, car cette vision du monde va être négative, mais la vision que cette personne aura d'elle-même sera négative aussi. Alors que pour rappel, une personne qui a un style d'attachement anxieux va avoir une vision du monde positive, une vision d'elle-même négative et inversement pour la personne évitante. Et la personne anxieuse évitante va avoir une vision négative des deux. Et quand je parle de vision négative, oui, ça peut être une mauvaise estime de soi, etc., etc. Mais premièrement, ça va être cette vision négative par rapport à comment X ou Y va subvenir à nos besoins. Et une personne anxieuse évitante, par rapport à cette désorganisation, a du mal à avoir confiance en elle-même pour gérer ses propres besoins, mais va aussi avoir beaucoup de mal à faire confiance aux autres pour gérer ses besoins et donc pour se laisser aller en relation. Mais c'est pas alimenté par une peur de l'abandon, par exemple, contrairement à une personne anxieuse, c'est alimenté par une peur de trahison. Je ne peux pas faire confiance à cette personne parce qu'elle va me trahir, mais je ne peux pas avoir confiance en moi non plus parce que je risque de me trahir moi-même, étant donné que je suis désorganisé, que je ne sais pas ce que je veux et que je galère en gros. On va expliquer ça mieux au fur et à mesure de l'épisode. Là, pour le moment, on va s'attarder sur comment le style d'attachement anxieux évitant se forme et il y a plusieurs théories. Je pense que si vous me suivez depuis un moment et que vous regardez mes vidéos et que vous avez un peu suivi mon contenu et son évolution et l'évolution de mon introspection au fil des années, je pense que vous allez m'entendre lire des choses et peut-être que vous allez vous dire « Ah, c'est par rapport à ça que ta place est incertaine, en fait. » Quoi? Donc vulgairement, une personne qui est anxieuse va rechercher l'attachement, une personne qui est évitante va l'éviter, une personne qui est sécure va un peu savoir quand éviter l'attachement et quand le rechercher, tout simplement parce qu'elle est capable de faire de l'autorégulation et de la corrégulation émotionnelle, et une personne qui est anxieuse évitante a la capacité de faire de l'autorégulation et de faire de la corrégulation, c'est juste qu'elle ne saura pas quand le faire. Et ça donne des personnes qui ne savent pas si oui ou non elles recherchent l'attachement. Elles ne savent pas si elles devraient rester seules ou aller vers des gens, et elles pourraient se dire que là, ouais, c'est bon, là je vais aller vers quelqu'un, etc., etc. Mais une fois qu'elles se retrouveront face à l'attachement, elles vont être soit super anxieuses, soit super évitantes, et elles ne comprendront pas pourquoi, et au sein même de cette relation, elles pourront osciller entre un côté évitant et un côté anxieux, sans savoir jamais pourquoi, à moins qu'on arrive au moment de rupture, on va dire, où on en a marre de flopper en relation et que là on va faire des thérapies, du shadow work, etc., etc., etc. Et la première théorie sur comment un style d'attachement anxieux évitant est né, c'est tout simplement un enfant qui a grandi dans un environnement dangereux en ayant peur de son parent. Le souci dans ce genre de dynamique, c'est que, encore une fois, on revient à cet état d'enfant qui dépend à 100% de son parent pour sa survie, mais
on est aussi dans un contexte où la survie de l'enfant n'est pas assurée à cause de ce même parent. Donc c'est un enfant qui ne sait pas s'il doit aller vers son parent pour que ses besoins soient pris en charge ou s'il doit se gérer tout seul, parce que s'il vient avec ses besoins vers son parent, il pourrait se retrouver face à des comportements très très imprévisibles, parfois même violents et traumatisants pour l'enfant. Pour revenir au style d'attachement anxieux, au style d'attachement évitant, on reparle encore une fois de stratégie d'attachement. Une personne évitante a une stratégie établie du style, mes besoins, dans tous les cas, personne ne les calcule, donc je vais faire X ou Y. Une personne anxieuse a compris qu'elle devait en faire des tonnes ou faire des caisses pour que ses besoins soient pris en charge. Une personne anxieuse évitante ne sait pas, a une stratégie d'attachement qui est donc désorganisée. Donc là, on peut parler d'enfants qui ont des parents qui sont imprévisibles parce qu'ils ont des problèmes mentaux, tout simplement. Donc, j'en sais rien, on peut parler de bipolarité, de dépression, on peut parler de parents qui sont colériques, qui sont violents, méchants avec leurs enfants, mais qui ensuite vont venir vers eux en leur faisant plein d'excuses, etc., etc., etc. On peut aussi avoir des parents qui sont alcooliques ou toxicomanes, par exemple, où justement ils vont être plus cool lorsqu'ils seront sous l'influence d'eux, être violents sous l'influence d'eux, à l'inverse, plus doux lorsqu'ils sont sobres, ou sinon être très irritables, etc., etc., parce qu'ils ne sont pas sous l'influence de l'enfant qui aura grandi dans un environnement comme ça, sera toujours sur ses gardes. Ce sera un enfant qui ne pourra jamais à 100% se relaxer dans sa relation avec son parent, dans son environnement. Et c'est des habitudes qui sont prises et qui malheureusement restent alors que l'enfant quitte le foyer familial, par exemple à l'obtention de son bac ou que sais-je. Et la métaphore la plus simple que je pourrais donner vis-à-vis de comment cet enfant vit cette relation, vous voyez un chien qui est très très agressif et vous ne savez pas si vous devez lui faire peur pour l'éloigner et qui vous laisse tranquille, ou s'il faut que vous fassiez la victime en gros, genre pour qu'il vous laisse tranquille. C'est à peu près ça. C'est un peu... Ouais, c'est un peu l'idée. Donc, on repart de ces relations en ne savant pas si elles sont bonnes ou mauvaises. Vu que ce parent est imprévisible, l'enfant doit rester sur ses gardes constamment et quitter la situation avant qu'elle ne soit blessée. Cette situation, ça peut être une conversation, ça peut être un environnement, ça peut être un lieu, ça peut être un dilemme, ça peut être tout ce que vous voulez, littéralement. Et quand je parle évidemment de peur de survie, je ne dis pas forcément que le parent en face veut tuer l'enfant et lui faire du mal. Non, peut-être, hein, peut-être dans certains cas, je n'en sais rien. Le paradoxe des gens qui ont un style d'attachement anxieux évitant, c'est qu'ils vont être le plus stressés quand tout va bien. Parce qu'en général, c'est à partir du moment où ça va bien et où tout est nickel qu'il y a un truc qui explose et qui gâche tout et qui devient bizarre. Ce sont des gens qui n'arrivent jamais à se relaxer à 100% dans une relation et à se laisser aller parce qu'il y a toujours cette espèce de peur que tout flop, un flop causé par l'anxieux évitant ou par la personne en face. C'est là qu'on va parler de certaines personnes qui vont parfois saboter des relations avant que quelque chose ne se passe. Je vais partir avant qu'on ne me fasse mal. Ou sinon, je vais donner vie à une histoire que j'ai dans ma tête, c'est-à-dire les relations se finissent mal, je gâche tout, etc., etc., etc. Et vu que c'est une idée préconçue qui est tellement présente dans ton subconscient, tu vas donner vie à cette idée alors qu'il n'y a absolument aucun signe avant-coureur. Ou sinon, ce sera toi qui seras dans une espèce d'hypervigilance et lorsqu'on cherche des choses négatives, on les trouve. Enfin, exemple le plus simple, c'est lorsque, j'en sais rien, on parle plus à quelqu'un et qu'on va sur leurs réseaux sociaux dans la peur de trouver quelque chose qui pourrait laisser supposer qu'elles sont passées à autre chose, qu'elles sont dans une autre relation avec quelqu'un, qu'elles n'en ont rien à faire ou que machin, que ci, que ça.
Enfin, si tu cherches quelque chose, en fait, tu vas trouver. Mais même si c'est faux, tu as envie, en fait, de trouver quelque chose de nul pour justifier ton départ. Et surtout qu'en plus, ça se manifeste par quelque chose de très inconfortable parce que ça se passe même au niveau du système nerveux. C'est quelque chose de physique qui se manifeste. Et là, d'ailleurs, bon, je ne vais pas en parler parce que je juge que c'est hors de mon domaine d'expertise, même si là, tout ce dont on parle, ce n'est pas mon domaine d'expertise non plus. Encore une fois, je ne suis pas neurologue ou psy. Ça s'apparente aux symptômes qu'une personne qui a un PTSD peut ressentir. Donc on se retrouve dans des situations où il y a le cœur et la raison qui sont en conflit parce que le cerveau veut aller vers la relation, mais le système nerveux ne peut pas s'y complaire. Ça crée une espèce de paradoxe où l'anxieux évitant parvient à tolérer l'intimité, mais seulement lorsqu'elle n'est pas présente. Donc qui va aimer l'idée d'une relation, mais lorsqu'elle ne sera pas dedans. Et ça, c'est différent de l'évitant qui, en premier lieu, ne désire pas forcément de relation ou d'intimité. Genre, oui, c'est quelque chose qui lui parle dans un champ hypothétique, mais une personne anxieuse évitante a envie d'être dans une relation. Mais une fois au sein de cette relation, il y a cette espèce d'inconfort qui survient, et encore une fois, ce n'est pas un inconfort qui est né d'une peur de l'abandon, c'est un inconfort qui est né d'une peur de trahison. Donc voilà, ça c'est la première théorie sur comment un style d'attachement anxieux évitant est créé. La deuxième théorie, l'enfant a grandi avec deux parents qui avaient deux styles d'attachement différents et a donc dû adopter deux stratégies avec ses deux parents. La stratégie numéro 1 ne fonctionnait pas avec le parent numéro 2 et inversement. C'est pas toujours vrai. Deux parents peuvent avoir deux styles d'attachement différents, mais un enfant peut utiliser la même stratégie et elle marchera. Bon, je pense qu'en général, ce sera plus des enfants qui seront sécures ou sinon qui seront plus proches d'un de leurs parents, donc du coup moins de pression par exemple pour un parent évitant, car ce parent évitant est moins proche de l'enfant anxieux. Sa stratégie, c'est pas grave parce qu'il n'est pas en contact tout le temps avec l'enfant si on parle de parents divorcés ou tout ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on parle d'un enfant anxieux évitant qui a développé deux stratégies d'attachement différentes. Ce sont des stratégies qui ne sont pas interchangeables. C'est un peu moins dramatique que la première, mais enfin, je sais pas, moi j'aime beaucoup cette théorie-là parce qu'elle est, elle est très logique en fait. La troisième théorie, l'enfant a eu un manque d'informations concernant le pourquoi du comment de sa relation avec ses parents ou le pourquoi du comment son environnement était comme tel. C'est-à-dire que c'est un enfant qui a une relation conflictuelle avec son parent, par exemple, mais qui ne sait pas pourquoi. C'est pas un truc que l'enfant a fait, c'est pas un truc que l'enfant a dit, c'est juste que c'est comme ça, et l'enfant ne sait pas pourquoi et ne saura jamais pourquoi. Et c'est pour ça que ça peut mener à une espèce d'hypervigilance, parce que cet enfant voudra toujours savoir pourquoi. Les conclusions de cette relation avec ce parent, c'est que l'enfant n'est pas en mesure de faire en sorte que la relation se passe bien, parce que il n'est pas responsable de ce qui se passe, mais du coup le parent ne lui donne pas les informations, donc il croit que c'est lui qui est responsable. Mais aussi il ne peut pas faire confiance aux parents non plus, qui ne fait pas d'efforts et en plus ne donne pas les infos. L'exemple qu'Heidi Pri a donné, qui je pense va être plus simple à comprendre. On est dans une dynamique familiale avec une mère de famille qui est trompée par son mari, mais qui ne peut pas confronter son mari vis-à-vis de cette tromperie parce que le confronter, ça mettrait en péril sa survie à elle, dans le sens où c'est une mère au foyer et donc qui dépend de son mari pour sa survie, et confronter son mari, ça pourrait mener à une séparation, un divorce ou tout ce que vous voulez, et ça mettrait la survie de la mère en péril, donc elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas quitter la relation pour des raisons matérielles, survie financière, etc., etc., ou émotionnelle.
à supposer qu'elle aurait un style d'attachement anxieux, donc perdre sa relation avec son mari, ça la ferait perdre sa figure d'attachement, etc., etc., etc. Vous avez regardé le premier épisode. Et il va y avoir des moments où la mère va mieux vivre cette tromperie et va passer de meilleures journées que d'autres. Mais par exemple, un soir où l'enfant va rentrer à la maison après l'école, la mère aura appris le jour même que son mari avait été vu à un bar de striptease, blablabla. Bla 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 bla. Elle est de très mauvaise humeur et en plus l'enfant il ressemble beaucoup à son mari, donc ça l'énerve encore plus. Et là ce jour-là l'enfant il va se pointer vers la mère et va lui dire est-ce que tu peux me faire le sandwich que tu me fais tout le temps, blablabla. Bla bla bla. Et là la mère va faire j'en ai rien à faire, va dans ta chambre, t'as pas faim, j'ai pas envie de te parler. Sauf que l'enfant ne comprend pas et la mère ne peut pas expliquer pourquoi elle est énervée. Ça signifie que l'enfant est dans un flou total. Sauf que là, vous voyez, l'enfant, il a voulu utiliser sa stratégie habituelle, c'est-à-dire demander à sa mère de lui faire X ou Y, parce qu'il fait confiance à sa mère et qu'il sait que sa mère peut lui faire X ou Y. Mais là, cette fois, il reçoit un non catégorique. Peut-être que le lendemain, il redemandera et sa mère, elle sera là. Ok, cool. Mais ce sera parce que cette fois, elle aura pris son Xanax et bu son verre de vin blanc. Et vu que l'enfant ne sait pas pourquoi ce parent a ces comportements envers lui, il ne peut pas les prévoir et va être dans une espèce d'hypervigilance. Donc par exemple, s'il rentre à la maison et qu'il voit que la mère boude et n'est pas à l'endroit habituel et qu'elle fume des cigarettes alors que normalement elle ne fume pas de cigarettes, là il va savoir que bon, je vais pas trop parler à maman, je vais juste dire bonjour et rentrer dans ma chambre, quoi. Sauf que même ça, parfois, ce n'est pas assez pour prévoir ce qui va se passer dans son environnement. Ça conduit à un enfant qui est dans un environnement qui est imprévisible, mais qui ne peut pas se référer à ses émotions pour prévoir ce qui va se passer dans cet environnement, et ça conduit à une espèce d'hypervigilance constante qui parfois est utile, et parfois qui ne l'est pas, mais c'est mieux d'être dans l'hypervigilance, pouvoir se protéger lorsque c'est nécessaire et possible, plutôt que de ne pas l'être et de toujours être à la merci de X ou Y. La conclusion, c'est qu'une personne anxieuse évitante en relation ne peut jamais vraiment se relaxer. Il y a toujours cette espèce de conflit intérieur où tu vas rechercher des relations de manière très désorientée pour la personne en face, et la personne qui subit ce style d'attachement, tu ne peux pas te faire confiance, mais tu ne peux pas faire confiance aux autres non plus. Quoi? 10 signes qui pourraient annoncer un style d'attachement insécure, anxieux, évitant. Premier signe, une envie d'intimité, mais une peur de l'engagement. Et on pourrait se dire que c'est pareil qu'une personne qui a un style d'attachement évitant, mais c'est là encore que les motivations derrière les mêmes sentiments ou comportements sont totalement différentes. Une personne anxieuse évitante aime les relations, elle aime les gens, elle aime faire de nouvelles rencontres, elle aime s'ouvrir, et au premier abord, une personne anxieuse évitante a l'air tout à fait sécure, très chaleureuse, elle est très ouverte, c'est une personne qui en général met à l'aise les gens assez rapidement, alors qu'une personne évitante va en général mettre un peu plus de temps à baisser sa garde, et elle va être moins ouverte directement. Mais par contre, le point commun entre une personne évitante et une personne anxieuse évitante, c'est que l'anxieux évitant va voir les relations romantiques intimes comme une perte de soi, car il aura intégré cette idée que afin d'être à 100% dans une relation, il faut donner 100% de soi, c'est-à-dire donner 100% de son temps, se défaire de ses barrières et littéralement être à la merci de la personne en face, car l'idée qu'on puisse être émotionnellement proche de quelqu'un et de partager cette intimité tout en conservant cette indépendance n'a jamais été intégrée. Donc si jamais l'anxieux évitant est au sein d'une relation, il va toujours chercher une espèce de porte de sortie. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont anxieux évitants qui vont aimer les relations courtes, ou sinon par exemple je viens de capter un truc par rapport à moi. Bref, je vous ai dit que moi j'aimais les touristes. Je pense que c'est pour ça. Il y a une date d'expiration de cette personne, je ne vais la fréquenter que pendant une semaine. Donc je vais être à fond dans le truc pendant une semaine, puis me retrouver moi après à la fin de cette relation. C'est un peu de la folie maintenant que j'y pense. Mais c'est... Hey,
On est là pour ça. On est là pour ça. Cette réalisation vient de me faire dire quoi. Quelqu'un d'anxieux évitant va plutôt s'engager dans des relations à court terme, sans trop d'attaches et qui auront surtout une date d'expiration. L'idée est que l'anxieux évitant va se dire je pourrai retourner à qui je suis lorsque cette relation sera terminée et ça a quelque chose de rassurant. Un engagement à long terme, même avec quelqu'un qu'ils aiment, est terrifiant. Et ça... Et ça... Mais voilà, second signe, osciller entre surresponsabilisation et déresponsabilisation. Encore une fois, on parle d'un style d'attachement insécure. Quelqu'un qui a un style d'attachement insécure va en général aller vers des personnes qui nourrissent ce style d'attachement insécure, donc avec qui ils pourront avoir une relation toxique parce qu'ils adorent écouter Britney Spears. Mais le truc qui sera déroutant pour l'anxieux évitant est qu'il ne saura pas si la toxicité vient de lui ou de son partenaire, alors qu'une personne évitante qui a une vision du monde négative, une vision de soi positive, va remettre la faute sur son partenaire qui pourrait être anxieux par exemple et lui dire non mais cette personne n'est pas compatible avec moi je n'ai pas de problème à proprement parler, c'est cette personne qui est folle, blablabla. De toute façon dans les relations insécures entre anxieux et évitants, les deux partenaires se blâment l'un l'autre. Du coup, parce qu'ils ne sont pas en mesure de voir leur angle mort. Mais une personne anxieuse évitante se demandera tout le temps si elle est victime d'abus ou si elle le perpétue et elle oscillera entre des vues du monde anxieuses ou évitantes. Une personne qui a un style d'attachement anxieux préoccupé va avoir son centre de gravité et donc de régulation émotionnelle à l'extérieur et l'anxieux aura une relation de cause à effet très directe en fonction de son environnement. Si quelqu'un est hostile envers lui, sa réaction sera en général instantanée et l'anxieux préoccupé sera contrarié, se remettra en question avant de pouvoir se réguler émotionnellement. Si elle est à proximité d'une émotion, le premier réflexe de l'anxieux est d'y réagir émotionnellement. Contrairement à l'évitant qui va plutôt jauger sur si oui ou non elle est inutile, blablabla, puis la mettre de côté ou l'ignorer ou blablabla. Quelqu'un d'anxieux, comme énoncé plus tôt, aura tendance à croire que l'ampleur de ses émotions est un reflet direct de son environnement et aura tendance à se positionner en victime. Exemple, mon partenaire est narcissique, je suis dans une relation abusive, etc. Alors qu'en réalité, la personne anxieuse sera probablement plutôt sujette à une réponse traumatique car une dispute avec sa partenaire le ramènera à un événement de sa vie lié directement à sa blessure d'abandon. La première pensée sera donc « je dois me sentir aussi mal car mon partenaire est quelqu'un d'horrible ». A l'inverse, ils idéaliseront leur partenaire si tout se passe bien et le verront comme le sauveur qu'ils n'attendaient plus et qui met enfin fin à leur souffrance et leurs besoins de symbiose car chaque émotion que je ressens est en corrélation directe avec mon environnement. Donc, si l'anxieux juge que son partenaire est parfait, etc., cette vision de soi qui est mauvaise va revenir et donc cette personne anxieuse se prendre un peu toutes ses insécurités en pleine face et va avoir peur de tout gâcher, de tout ruiner, de tout ce que vous voulez, blablabla. Mais si à l'inverse, elle est face à un partenaire qui a des comportements qui sont pas ouf et qui a littéralement des preuves, elles vont se dire que ce sont juste des gens qui aiment et qui veulent aimer et qu'elles sont face à un partenaire qui est mauvais et qui ne comprend rien, mais elles ne vont pas partir non plus. Donc, qui leur dit Un évitant, contrairement à l'anxieux, a son centre de gravité qui est à l'intérieur et si une personne est hostile, son premier réflexe ne sera pas de se remettre en question, mais de prendre la réaction de manière brute sans forcément comprendre ce qui peut susciter un comportement aussi hostile. Pas que l'évitant ne sera pas contrarié, mais cette réaction initiale ne changera pas la vue qu'il a de lui-même, à moins qu'il se remette en question par la suite et comprenne. Le premier réflexe est cependant, quelque chose se passe dans leur centre de gravité à eux. Donc j'en sais rien, mise en situation, vous êtes dans le métro, vous faites votre mieux et la ligne 13 c'est très très compliqué, chatate à tous mes parisiens, je comprends. Un jour je suis monté dans cette ligne, j'ai dit franchement j'adore faire du vélo à la base. Quelqu'un veut passer, vous êtes dans son chemin
et vous avez vos écouteurs et vous n'entendez pas la personne qui vous dit pardon, pardon, pardon. Et là, la personne se met à vous hurler dessus, à vous dire mais c'est les gens dans ce métro, déjà que la ligne 13 est vraiment nulle. Là, maintenant, les gens bloquent le chemin et les gens ne bougent pas. Mais quelle ville horrible, toi, je te déteste, à l'évitant, bla 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 bla. La première réaction de la personne évitante, ça va pas être de oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis une personne horrible. La personne évitante va se dire eh. Je sais pas ce qui se passe dans le crâne de l'autre folle, mais moi j'ai rien fait, on est dans le métro, détendons-nous. Voilà, c'est un peu l'idée. Et ça se trouve, 4 heures après, il va rentrer chez lui et il va se dire ah ouais, peut-être que je devrais baisser le son pour entendre les gens qui veulent passer, qui sont pressés dans le métro, genre. Voilà, surtout si je me mets du mauvais côté de l'escalator. Le centre de gravité est intérieur et l'évitant sera plutôt en observation face à une réaction hostile et la verra de manière factuelle, encore dans cette idée que chacun est responsable de ses propres émotions. Entre guillemets, cette colère lui appartient, mais n'est pas à moi. Ça peut sembler comme étant une approche très détendue et très zen, mais les conséquences sont aussi une certaine solitude et une difficulté à tisser des liens avec autrui, car si tu ne connectes pas émotionnellement avec ton entourage, il est compliqué de pouvoir avoir un centre de gravité hors de soi et des manières saines de justement faire face à des états dépressifs / anxieux. Et il est donc possible pour l'évitant d'analyser ses émotions, mais ce ne sera jamais en adéquation avec son environnement comme une personne anxieuse pour qui ce sera beaucoup plus compliqué. En fait, c'est comme si tu étais daltonien. Si tu as un style d'attachement insécure. Donc en fait, ça signifie que tu peux avoir un semblant de lucidité lorsque tu es dans des relations avec les gens, etc., mais ce sera jamais à 100% parce que du coup, ce sera des stratégies d'attachement, mais qui seront incomplètes. Et pour une personne sécure, la réponse sera beaucoup plus nuancée parce qu'encore une fois, on a toutes ces idées de co-régulation émotionnelle, d'autorégulation émotionnelle, et une personne sécure face à une réaction hostile, elle va se demander si elle mérite cette hostilité, si oui, se remettra en question, se posera les bonnes questions, etc. Et si elle juge que non, va ignorer cette réaction hostile et va continuer sa journée sans que ça ait forcément d'impact sur la manière dont elle se voit elle-même. Donc même si elle a subi une réaction hostile, admettons parce que elle était sur le mauvais côté de l'escalator en remontant du métro, elle va pas se dire qu'elle est une personne horrible parce que machin, que si, que ça, et que si ça se trouve en plus elle a vu mes chaussures et c'est ça qui a suscité, parce que le problème n'était pas forcément que j'étais du mauvais côté de l'escalator, mais c'était mes chaussures, et ma mère m'a toujours dit que ces chaussures étaient horribles. Bah, c'est pas ça qui va se passer, elle va juste se dire ah oui mince, effectivement j'étais du mauvais côté, j'ai pas calculé, bon ça arrive. Je ne suis pas une horrible personne qu'il faut tuer, quoi. Parce que si jamais elle est effectivement en cas de faute, une personne sécure sera beaucoup plus indulgente envers elle-même et ira même voir la personne contrariée pour mettre les choses à plat. On oscillera de manière naturelle entre autorégulation émotionnelle et co-régulation émotionnelle. Une personne sécure sera en mesure d'observer les situations dans lesquelles elle se trouve avec un point de vue omniscient, sans pour autant s'y perdre et oublier sa propre perception des événements, car le centre de gravité émotionnelle se trouve à l'intérieur, mais est en mesure de se projeter dans l'environnement dans lequel il se trouve sans pour autant s'y perdre. Et j'ai grave rigolé quand Heidi Prim elle a dit ça. Mais le souci d'une personne anxieuse évitante, c'est qu'elle ne fera aucun des deux. Elle n'est pas en mesure de faire l'un ou l'autre. Ou sinon, jamais en même temps. Un anxieux évitant s'engagera dans une relation de couple mais ne sera jamais en mesure de mettre en place des barrières saines car de 1, c'est quelque chose qui n'a jamais été appris, ou de 2, car ils auront cette idée inconsciente que le prix d'une relation est ses besoins. L'anxieux évitant avancera dans cette relation avec des besoins qui seront toujours réprimés, verront ça comme une preuve d'amour, mais une frustration pourra commencer à se présenter jusqu'au point de rupture où l'anxieux évitant aura une réponse anxieuse et blâmera son partenaire qui peine à subvenir à X ou Y besoin et le lui reprochera parfois de manière explosive. Cependant, après cette réaction, l'anxieux évitant sera en désactivation, donc qui adoptera des stratégies d'évitement, et son centre de gravité reviendra à sa place initiale. À partir de là, l'anxieux évitant va là regretter d'avoir eu la réaction qu'il a eue et va commencer à se dire oh mon Dieu, mais j'aurais jamais dû réagir comme ça, c'est horrible, je suis une personne horrible. Elle va se demander si elle n'est pas la personne abusive, alors que lorsqu'elle était en
activation, donc en stratégie d'attachement anxieuse, elle disait « Mais tu es une personne horrible, tu ne subviens pas à mes besoins, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, machin, ci, ça, enfin bon, bref, tout ce que vous voulez. » Et là, à l'inverse, elle est en train de se blâmer et de se dire qu'elle est une personne horrible et qu'elle est en réalité le résultat de toutes les choses qui ne vont pas au sein de son couple. Et ça peut même mener parfois à des moments où l'anxieux évitant va être tellement dévoré par ce sentiment de honte qui va se dire que non, mais cette relation ne sert à rien, je suis une mauvaise personne, je ne suis pas une bonne personne pour la personne qui est en face de moi, etc., etc., etc. Et la raison pour laquelle ce genre de truc se passe, c'est parce que l'anxieux évitant n'est pas capable de connecter à ses émotions précédentes. Où là, il se disait qu'il était en plein droit de réagir comme il réagissait, parce que ses besoins n'étaient pas gérés ou étaient négligés par la personne en face. Et vu que la personne anxieuse évitante n'est pas en mesure d'accéder à ce côté logique et ce côté émotionnel en même temps, il n'y a pas de résolution saine au conflit. Parce que peut-être que la conclusion pourrait être oui, effectivement, j'ai une réaction que je juge être un peu excessive, mais après, les points que j'ai soulevés lors de cette réaction explosive étaient quand même assez justifiés. Mais surtout que un autre paradoxe encore, c'est vu qu'une personne anxieuse évitante a même du mal à exprimer ses besoins, peut-être qu'en réalité, dans sa tête, sa réaction a été très très explosive, alors que non, elle a juste mis des barrières en place. Mais vu que dans sa tête, afin qu'une relation fonctionne, il faut se donner à 100% et négliger ses besoins, rien que le fait de mettre ces barrières, ça fait de toi une personne abusive. Donc à la base, alors qu'ils étaient en activation face à, par exemple, une personne narcissique qui est horrible, machin, 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 là ils vont être en désactivation et commencer à se dire « Mais c'est moi la personne narcissique, c'est moi qui suis horrible, je suis la personne abusive de la relation », alors qu'ils pensaient quelque chose de totalement différent la veille. Donc en gros, ils sont en mesure de voir qu'il y a quelque chose qui cloche au sein de leur relation, mais ne seront jamais en mesure de savoir qui blâmer en oscillant entre des réponses avec une logique très noire ou blanche. Et pour expliquer plus précisément, désactivation ou activation, on parle d'une désactivation ou activation du système nerveux qui fera le lien de cause à effet entre de différents événements et leur relation directe avec le monde extérieur. Une personne anxieuse, lorsqu'ils seront en activation, auront des réactions et des émotions distordues en réaction à leur environnement, par exemple face à un partenaire évitant moins attentif à ses besoins. Quelqu'un d'évitant, à l'inverse, pourra entrer en désactivation face à une réaction pareille et ne sera plus connecté à son environnement et sera en incapacité totale d'être connecté à ses émotions ou celles de son partenaire déresponsabilisation. Donc lorsqu'on parle d'activation, par exemple, on parle de cette personne anxieuse qui ne sait pas exprimer ses besoins, mais qui va bouillonner au fur et à mesure, parce qu'elle est consciente que ses besoins sont négligés et qui là, d'un coup, va avoir une réaction explosive, même viscérale, si vous voulez. C'est là qu'on parle de stratégie d'activation où, en gros, elle va se mettre totalement à l'extérieur et qu'elle va blâmer son partenaire, être dans le reproche, etc., etc., etc. Et en général, ce qu'il va se passer, vu qu'on est dans ces dynamiques-là, donc une personne anxieuse et une personne évitante en relation, une personne évitante qui va se prendre toute cette vague d'émotions en pleine face, va être en désactivation et donc va se défaire émotionnellement de tous ces événements et ne sera même plus en mesure de participer à la conversation, par exemple, parce qu'en fait, c'est trop d'émotions pour lui d'un coup et c'est quelque chose qu'il ne sait pas gérer. Donc, par exemple, j'en sais rien, normalement, dans cette relation, ces deux personnes parlaient tous les jours, etc., etc., etc. Suite à la réaction de la personne anxieuse, l'évitant va avoir besoin de prendre beaucoup de temps pour lui, ne va même plus avoir envie de parler à la personne anxieuse, tout simplement parce qu'elle est détachée à 100%
émotionnellement de cette personne anxieuse. Quelque part, la personne anxieuse ne manque même pas à l'évitant parce qu'il est juste content de se retrouver avec lui-même pour pouvoir se gérer et pour pouvoir un peu dénouer ce nœud émotionnel qu'il y a dans son crâne. Alors que l'évitant va avoir besoin de ces 5 jours pour décompresser, pour donner sens à tout ce qui vient de se passer ou tout simplement pour se réguler émotionnellement, la personne anxieuse va voir ça comme l'évitant n'en a absolument rien à faire de moi, là on vient de se disputer, il faudrait qu'on puisse résoudre le conflit et là cette personne ne me parle même pas, cette personne ne me calcule pas mais elle est horrible et donc l'anxieux va encore envoyer des messages à l'évitant en continuant et en disant mais là tu ne te rends pas compte ou sinon à l'inverse se confondre en excuses et dire je suis sincèrement désolé, je ferai des efforts, machin, ce qui va repousser encore plus la personne évitante parce que elle a besoin d'espace. Elle a besoin que tout l'aspect relationnel et tout l'aspect d'intimité n'existe pas pour qu'elle puisse se retrouver elle-même. Et c'est à partir du moment où ça se sera fait qu'elle pourra revenir vers l'anxieux. Mais vu qu'il n'y a pas de résolution de conflit chez l'évitant, les 2 personnes de cette relation vont laisser passer le truc sous le tapis et la personne anxieuse va se dire bon bah je vais la fermer et puis voilà on verra ça va très bien se passer, rebolote et c'est le même cycle. En tout cas, 3e signe, l'anxieux évitant ne pense pas mériter une relation saine. Donc tous ces comportements énoncés plus tôt sont tout à fait conscientisés par l'anxieux évitant, qui aura par conséquent cette idée qu'il sabote ses relations et qu'il est une mauvaise personne et que par conséquent, il ne mérite pas de relation. Et c'est pour ça que je parle d'angle mort par rapport aux personnes anxieuses et aux personnes évitantes. L'anxieux évitant a cet angle mort, mais il va avoir cet angle mort 6 heures dans la journée. Sinon, le reste du temps, il va ne pas avoir cet angle mort et va être tout à fait conscient de ce qui s'est passé, de pourquoi il l'a fait, de comment ça s'est passé, de comment sa réaction s'est manifestée avec une frise chronologique très très complète, etc., etc., etc. Le souci de l'anxieux évitant n'est pas qu'il a un angle mort auquel il ne peut pas avoir accès. Le souci est qu'il ne peut pas y accéder tout le temps. Enfin, il ne peut pas mélanger les deux comme une personne sécure. L'anxieux évitant est tout à fait capable de voir ses comportements et les voir pour ce qu'ils sont. Et vu qu'ils sont pas capables de contrôler ou de gérer ces moments d'activation ou de désactivation, ils vont penser que c'est eux le problème et qu'ils sont toxiques et que par conséquent, ils ne méritent pas d'être dans une relation parce qu'ils gâchent tout. Et ils ont ce sentiment de honte qui traîne avec eux au sein de leur relation alors qu'elle est en cours, ou vers d'autres relations, ou dans des périodes de célibat, qui pourraient, pour l'anxieux évitant, être assez longues. Tous les styles d'attachement insécure auront tendance à aller vers des relations qui ne seront pas saines, mais un anxieux évitant sera en mesure d'identifier, après une période de recul et d'isolement, ses comportements toxiques, comme des réponses émotionnelles disproportionnées ou même des comportements abusifs. Le seul souci est qu'ils ne seront pas en mesure de réparer quoi que ce soit, puisqu'ils ne sont pas en mesure de comprendre ce qui suscite chez eux des réactions aussi disproportionnées. Sinon, ils comprendront qu'ils sont le dénominateur commun de toutes ces expériences et le comprendront comme « je ruine toutes mes relations, je fais du mal aux gens, je ne devrais pas m'engager », etc., sans comprendre la raison pour laquelle ces schémas se répètent sans cesse et que ces schémas se déroulent en fonction de triggers. Pour rappel, un trigger, un événement ou quelque chose qui va ramener la personne sujette à ce trigger à un trauma ou une insécurité, où tu peux avoir des réactions plus extrêmes, telles que des crises d'angoisse, des machins, des ci, des ça, quelque chose qui tire sur ta gâchette émotionnelle ou subconsciente, et ça pourrait exploser à tout moment. Ça va péter. Péter.
Un partenaire anxieux et un partenaire évitant pourraient tomber sur une personne sécure, mais vont tous les deux rejeter cette personne sécure parce qu'elle est tout à fait en phase avec ses émotions, qu'elle partage, etc., etc. Ça va être trop pour l'évitant qui ne sait pas gérer et qui veut une personne indépendante alors que la personne sécure l'est. C'est juste qu'elle est aussi en phase avec ses émotions. Et une personne anxieuse va rejeter cette personne sécure parce qu'elle se dit « Ah oui, mais cette personne, elle est trop émotionnelle pour moi. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui peut être à mes petits soins. » Là, on a le rejet d'une personne sécure avec des raisons totalement différentes pour l'anxieux, pour l'évitant et pour l'anxieux évitant qui, lui, va rejeter cette personne sécure parce qu'il il va voir que c'est une personne saine et il va se dire « Ouais, mais je vais tout gâcher, donc ça sert à rien. » Elle va même rejeter une personne saine par peur de contaminer cette personne. Je suis une personne abusive, je suis une personne toxique, et si je fréquente cette personne, elle va finir par devenir comme moi, et ce sera de ma faute. Et l'une des solutions les plus directes pour une personne anxieuse évitante, ce serait d'intégrer l'idée qu'elle est une bonne personne et que par conséquent elle mérite une relation saine, et une fois que cette idée est intégrée, ça permet par conséquent d'aller vers des partenaires beaucoup plus sains. Parce que du coup, si tu juges que tu ne mérites pas une relation saine, ça signifie que tu vas rester avec des partenaires qui sont mauvais ou toxiques pour toi, voire même abusifs, truc. Aussi de pouvoir résoudre tous ces conflits de manière beaucoup plus saine. Et à partir du moment où, en plus, tu finis par te voir comme une bonne personne qui mérite une bonne relation, tu verras tes réactions émotionnelles disproportionnées plutôt comme des résultats de triggers que tu n'as jamais compris, ou tu peux avoir cette empathie envers toi-même. Et à partir du moment où tu as cette empathie envers toi-même parce que tes comportements ne sont pas le résultat de si oui ou non tu es une mauvaise personne, mais plutôt du résultat de l'environnement dans lequel tu as grandi, par exemple, quelque chose qui est solvable. Du coup, c'est pas un fait qui est gravé dans le marbre, je suis une mauvaise personne, donc du coup je vais mourir seul, etc., etc. Signe numéro 4, tu veux que les gens soient vulnérables avant toi, ou tu te sens de le faire uniquement lorsqu'ils l'auront fait. Cette vision du monde qui est négative, cette vision de soi qui l'est aussi, pour un anxieux évitant, ça va se manifester comme un jeu d'échecs. Dans le sens où tu vas préférer que la personne commence et dévoile sa stratégie / ses intentions avant que toi, tu puisses te mouiller. Pour faire le parallèle avec d'autres styles d'attachement, quelqu'un d'anxieux ne va pas voir l'intimité de la même manière que d'autres styles d'attachement, et va voir l'intimité comme quelque chose de tout à fait anodin, comme partager ses sentiments ou ses expériences. Une personne sécure va être en mesure de partager ses expériences avec un partenaire, mais sans jamais laisser une partie d'elle-même derrière, ou laisser ses émotions entre les mains de quelqu'un. C'est plus un genre de collaboration où la personne sécure a son centre de gravité, mais est ouverte à d'autres perspectives, puisqu'on peut toujours changer sa manière de voir les choses et d'échanger. Ils ne se perdent jamais dans une relation et restent indépendants, mais ont cependant conscience des choses qu'on peut partager et quand, et c'est là qu'ils choisissent de s'entourer afin de rendre ces tâches plus faciles, tâches étant les galères du quotidien, des déboires qui pourraient survenir à X ou Y moment, etc., etc. Sauf que pour l'anxieux évitant, qui n'a pas ces deux stratégies qui sont intégrées, lorsqu'il se retrouve face à une possibilité de relation, l'anxieux évitant a le choix, garder son centre de gravité pour lui, ou le donner complètement à quelqu'un. Sauf qu'à partir du moment où l'anxieux évitant donnera son centre de gravité à quelqu'un, ce sera uniquement fait lorsque l'anxieux évitant se sentira assez en sécurité pour le faire, emmagasiner assez d'informations pour déduire que la personne à qui il va s'ouvrir ne pourra pas lui faire de mal. Donc au début d'une relation, un anxieux évitant aura beaucoup plus tendance à être sur ses gardes, mais ce ne sera pas quelque chose qui sera ressenti au premier abord, parce qu'encore une fois, une personne anxieuse évitante est à peu près pareil au niveau des relations que l'anxieux. Il aime les gens, il a envie de se lier aux gens, il a envie de s'ouvrir, etc., etc. L'anxieux évitant ne va pas, par exemple, traumadump et dire « Ah non, mais moi, il m'est arrivé ça, non mais c'est fou, non mais je suis tellement content d'en parler, etc., etc. » L'anxieux évitant va plutôt inviter la personne en face à
à s'ouvrir, va être très curieuse, va poser beaucoup de questions, va mettre la personne à l'aise, etc., etc. Et c'est motivé effectivement par une envie d'apprendre à connaître la personne. Mais si on fouille un peu plus et qu'on se demande pourquoi l'anxieux évitant ne partage pas autant qu'il invite la personne en face de lui à le faire, c'est parce qu'il cherche à avoir ces informations, parce qu'à partir du moment où il aura ces informations, il aura quelque chose qui penchera plus dans la balance relationnellement parlant. Maintenant que je connais ce secret sur toi, je suis en mesure de m'ouvrir aussi, parce que si toi, tu ouvres ta bouche vis-à-vis de mon secret à moi, tu sais très bien que je pourrais faire pareil vis-à-vis du tien, en fait. Et ça, ce serait pas très marrant. C'est à peu près comme ça que l'anxieux évitant voit les dynamiques relationnelles, voit ça un peu comme un échiquier. Et c'est exactement comme ça que j'étais pendant très longtemps. Enfin, pour vous donner une idée, genre littéralement, j'ai une connaissance, enfin non, c'est pas une connaissance, c'est un pote, on n'est pas amis. Enfin, on n'a jamais passé de moments que tous les deux, genre à aucun moment on s'est jamais écrit en se disant ouais, on va prendre un café tous les deux et tout, genre ça ne s'est jamais passé, genre. Et un jour, genre je sais plus, on était en soirée, en plus on était en face du Red Lion à Marseille, vers après Borély et tout pour mes petits Marseillais qui regardent. Il y avait plein de groupes qui s'étaient faits, et on était tous les deux assis, et il m'a fait, mais tu sais, ça fait 5 ans qu'on se connaît et qu'on se fréquente, et je me rends compte que je ne sais mais absolument rien sur toi, genre c'est un peu de la folie. Genre je sais, enfin, t'as des frères et sœurs, genre. Et du coup, j'étais là genre ah ouais, tu sais rien, genre ah ouais, c'est chaud. Puis après on a échangé plein de trucs et j'ai répondu à ces questions, mais c'est un truc dont je ne m'étais jamais rendu compte. C'est expliqué tout simplement par le fait que l'anxieux évitant veut se rapprocher des gens, veut se dévoiler, veut apprendre à les connaître, et c'est par conséquent assez naturel pour eux d'arriver à mettre les gens à l'aise pour parler de choses profondes, sans cependant vouloir ou devoir le faire aussi, à moins que la balance penche en leur faveur. C'est lié à cette idée que l'anxieux évitant a quant aux gens, c'est-à-dire qu'ils sont enclins à trahir et à se faire du mal. Ils n'ont pas cette idée préconçue quant aux gens et leur bonne nature, c'est-à-dire mais les gens sont gentils, machin, 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 machin. Si quelqu'un leur dit ça, ils vont leur dire bon il s'agirait de vivre dans le monde réel en fait. Et si c'est chacun pour sa peau, l'anxieux évitant fonctionne de la même manière et sera très à l'aise avec l'idée de se livrer seulement si la personne l'aura fait en face en partageant des choses plus sombres, ou si elle sait que la personne l'apprécie beaucoup, peut-être même plus que lui. Ce n'est pas un aussi gros risque de partager dans ce cas de figure, car si je les rejette, ça leur fera plus de mal que de partager mon secret. On revient encore à cette hypervigilance où l'anxieux évitant sera toujours en train d'évaluer la situation afin de savoir si la personne en face sera en mesure de les heurter. Mais s'il ne cherche pas d'indicateurs tels que cette personne est gentille avec moi, m'apprécie, etc., même si ça peut être possible, c'est plutôt dans l'idée de cette personne s'est déjà dévoilée, donc je peux le faire car elle est en position d'infériorité. C'est un peu de la folie de verbaliser le truc comme ça, mais bon. Une personne anxieuse va être beaucoup plus encline à aller vers les gens, à s'ouvrir, à draguer, à tenter des trucs par-ci par-là. Et si jamais ça flop, c'est pas grave parce qu'une personne pourra recevoir mon amour, wesh. Pardon. Et aussi parce que la personne anxieuse n'est pas en activation, vu qu'il n'y a pas forcément de véritables enjeux, vu qu'il n'y a pas de relation. Une personne anxieuse évitante aura beaucoup plus tendance à attendre qu'une personne les approche, car pour approcher quelqu'un, il faut s'ouvrir, et c'est quelque chose de très compliqué pour eux. Ils ont beaucoup de barrières, et leur centre de gravité est en général interne, jusqu'à ce qu'ils jugent que c'est safe de se dévoiler, et donc là, leur donner leur centre de gravité et s'en remettre à 100% à eux, donc avoir des stratégies de personnes anxieuses. 5e signe, tu peux être rationnel et très émotionnellement réactif, mais jamais au même moment. Une personne anxieuse va plutôt avoir confiance en son expérience émotionnelle et voir ça comme un indicateur de la réalité et de son environnement. Si je me sens mal, cette personne doit être mauvaise, etc., etc. Et c'est fait tellement souvent que la personne anxieuse finit par négliger sa logique un peu plus détachée de son expérience émotionnelle. Une personne évitante va à l'inverse avoir appris que ses émotions ne sont pas forcément un bon indicateur de son environnement et va donc chercher toujours des indicateurs logiques entre cause et effet pour comprendre les dynamiques actuelles. Le problème est que si on est seulement capable d'accéder à sa logique ou à son côté émotionnel, c'est compliqué de prendre des décisions rationnelles.
Une personne qui est régie par son expérience émotionnelle ne va pas voir en quoi sa stratégie l'empêche de voir les résultats espérés. Cependant, si on ne se lie qu'à sa logique en ne se fiant pas à son expérience personnelle, car impossible de la comprendre, c'est parfois très compliqué de pouvoir régler certains problèmes en intégrant cette notion aussi, car tout n'est pas rationnel dans la vie, encore moins les relations humaines. Ça mène à beaucoup de distorsions des deux côtés. Donc, encore une fois, quelqu'un de sécure va être en mesure de trouver la balance entre logique et émotion, mais un anxieux évitant non. Une personne sécure va par exemple pouvoir s'asseoir et dire à quelqu'un que sa relation ne fonctionne pas et prendre la décision d'y mettre fin, ou à l'inverse prendre conscience que des efforts sont nécessaires à tel ou tel endroit et que la situation sera un peu plus régulée par la suite. Là, actuellement, une personne sécure se plaint à son ami au café que son copain n'est pas forcément très présent ou que sais-je, mais c'est parce que son partenaire a des examens en cours et que ça lui prend tout son temps et que c'est un peu compliqué. Donc la personne sécure arrive à intégrer l'idée que même si elle se sent négligée actuellement, que ça va ensuite se réguler une fois que les examens seront terminés, et c'est un truc que la personne sécure arrive à faire sans trop de difficultés, étant donné qu'en plus, elle a confiance en son partenaire. Mais à la différence, quelqu'un d'anxieux évitant va pouvoir s'asseoir et va pouvoir lister tous les trucs qui ne vont pas dans sa relation et dire cette personne est trop jalouse, cette personne me rend trop insécure, de toute façon ça va pas marcher, on vit même pas dans la même ville, on se voit à X temps ou machin ou ci et ça. Genre vraiment faire une thèse, faire un PowerPoint pour dire en quoi la relation est vouée à l'échec, mais la semaine prochaine dire non mais tout va bien, c'est super bien, et après tu vas lui dire mais il y a toujours les mêmes problèmes, et la personne va faire ouais toi ouais mais c'est pas grave, je l'aime genre. Et ça c'est quelque chose qui est déroutant pour les amis de l'anxieux évitant qui sont là, mais en fait, je comprends pas. À certains moments, t'es hyper logique et carré et tu dis des trucs qui sont hyper sensés pour ensuite faire des trucs qui sont totalement en désaccord avec ce que t'as dit la semaine d'après. Et pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Et c'est tout simplement parce que l'anxieux évitant, en fait, quand il raconte tous les trucs qui ne vont pas dans sa relation, etc., qui te dit exactement pourquoi si ça, si ça, si ça, elle est juste dans sa logique ERA, et la semaine d'après, quand elle te dit oui, mais ça c'est pas grave, je l'aime, machin, alors que les problèmes sont exactement les mêmes, c'est juste que là maintenant, elle est sur son côté émotionnel. Sauf que, si c'était une personne sécure, elle serait capable de mêler ces deux expériences et de voir que malgré ses émotions, c'est voué à l'échec. Et moi, un truc que je lis à cette expérience, c'est mon rapport aux sorties. Parce que, en gros, pendant un moment, j'avais. En plus, c'était quand j'étais pas diagnostiqué de mon TDAH. Donc, du coup, pour moi, gérer mon temps, c'était hyper compliqué déjà seul. Alors, ça l'était encore plus quand je devais essayer d'avoir une vie sociale. Et donc, ça faisait que, vu que j'arrivais pas à gérer mon temps, mais qu'en plus, après, je sortais, genre, j'avais honte d'être sorti, ou je me sentais un peu comme une merde, et j'étais là, mais c'est parce que je suis sorti, les sorties c'est inutile, etc., etc. Donc en fait, des fois, genre, je disais littéralement à des potes, ouais, cette semaine je sors pas, j'ai pas envie, etc., etc., il faut que je bosse et tout, truc. Je travaillais effectivement, sauf qu'après, je leur disais, ouais, tu veux sortir? Et ils étaient là, mais t'as pas dit que tu voulais pas sortir jusqu'à X temps? Et c'est tout simplement parce que lorsque j'ai pris la décision de ne pas vouloir sortir, c'était parce que j'étais sur mon côté logique qui néglige mon côté émotionnel, où j'étais là, les sorties c'est inutile, c'est une perte de temps, de toute façon on va faire quoi? On va juste boire, aller au même bar, faire les mêmes trucs, ça ne sert à rien, blablabla. Et une fois que mon côté émotionnel a repris le dessus, j'étais là, ouais, mais sortir c'est bien quand même. Enfin, c'est bien de voir des gens, de fréquenter tes amis, de ne pas pourrir chez toi et de déprimer. Genre, oui, tu travailles, mais il faut aussi être heureux pour continuer à travailler. Enfin, bon, vous voyez, genre, ce sont deux visions qui ne se rencontraient jamais. Et là, maintenant, ça va mieux. Mais du coup, le chemin de la guérison pour l'anxieux évitant est d'arriver à lier ces deux expériences au fur et à mesure et ne plus prendre de décisions peut-être pendant un moment, puis finir par parvenir à lier ces expériences et faire des compromis. Donc moi, ce que j'ai dit à un moment, c'est que j'allais fermer ma gueule et que j'allais arrêter de dire aux gens non mais je ne sors plus, non mais machin, non mais ci, non mais ça, et que en gros, genre, je me disais, tu peux sortir, mais une fois que tu auras fait ça, 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 ça.
Donc du coup, ça m'a forcé à mieux gérer mon temps, à faire machin, à faire ci, à faire ça, et aussi à mettre des barrières plus saines, parce que du coup, qui se ressemble s'assemble, et j'ai des amis qui sont quand même très TDAHS, bah leur dire ouais, la ponctualité c'est important pour moi, parce que mon temps est important pour moi, et donc du coup, si je dis que je veux qu'on se capte à 17h, bah, j'aimerais bien qu'on se capte à 17h et pas 20h, parce que sinon ça casse mon emploi du temps et je travaille pas bien et je me sens X ou Y, truc. Ou sinon, par exemple, si je suis au téléphone avec ma pote anxieuse qui est là à vouloir parler, pouvoir lui dire sans avoir l'impression d'être un mauvais ami ou quoi, lui dire bon, moi quand je t'ai appelé, dans ma tête, je voulais qu'on s'appelle 30 minutes, pas 3h30 en fait. Je t'aime très fort, mais j'ai des trucs à faire, donc je te laisse. Si, le numéro 6, tu as toujours conscience des dynamique de pouvoir et on revient encore à cette espèce d'hypervigilance constante dans laquelle l'anxieux évitant est. Un anxieux évitant a toujours intégré l'idée qu'il doit être stratégique dans ses relations pour se protéger de un, mais aussi car il ne sait pas encore qu'une relation est possible en préservant son indépendance. Par conséquent, l'anxieux évitant va toujours chercher à trouver les indicateurs d'une dynamique de pouvoir et envers qui penche la balance dans une relation, que ce soit au travail, dans une amitié ou dans la vie quotidienne, le tout encore alimenté par une vision du monde négative, une vision de soi négative. Alors qu'une personne sécure va avoir une vision beaucoup plus rationnelle et beaucoup moins froide et calculatrice vis-à-vis des relations, tout simplement parce que la personne sécure a une vision du monde qui est positive, ne voit pas le vice chez tout le monde en fait. Donc si jamais il voit une fille qui est très belle et qui sort avec un mec moche, son premier réflexe, ça va pas être de se dire non mais cette fille, elle est seulement intéressée par l'argent de ce mec moche, sinon il y aurait absolument aucune raison, c'est ça leur dynamique, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Enfin bon, bref, là c'est un exemple peut-être un peu extrême, mais c'est l'idée. C'est en fonction de ces dynamiques de pouvoir qu'ils choisissent quand s'ouvrir, dévoiler des informations personnelles, etc. Le max de la confiance pour une personne anxieuse évitante, c'est ça te ferait du mal de me trahir, donc tu ne vas pas le faire et je peux me détendre. Mais l'anxieux évitant va avoir une vision très transactionnelle des relations, un peu qu'est-ce que j'ai que cette personne veut, qu'est-ce que cette personne a que je veux, et c'est en fonction de ces informations qu'ils vont s'ouvrir ou non. Et si l'anxieux évitant remarque que la balance ne penche pas en leur faveur, ils vont se retirer de la dynamique ou être encore plus sur leur garde. Ce n'est pas quelque chose qui est verbalisé, évidemment, mais c'est un schéma qui se répète. L'anxieux évitant va chercher à savoir comment être assez bon, entre guillemets, pour la personne de manière objective avant que cette personne aille vers eux et que la dynamique soit en leur faveur, tout ça pour garder le contrôle. Cas de figure, il y a quelqu'un envers qui tu es attiré, mais tu ne sais pas si cette attirance est mutuelle. La personne anxieuse va en faire des tonnes pour essayer d'attirer l'attention de la personne, pour avoir sa validation, etc., etc. C'est-à-dire, j'en sais rien, tu vois que cette personne écoute un groupe, même si tu le connais pas, tu vas envoyer un message et tu vas dire oh, mais j'adore ce groupe, je l'aime trop depuis 2018, genre. Et puis après, vous allez lancer la conversation, etc., etc., etc. Et ça va continuer comme ça, c'est-à-dire en faire des tonnes, etc., etc., etc. Une personne anxieuse, évitante, ne va pas avoir cette approche d'aller vers la personne en face. Mais elle pourrait être susceptible de partager dans sa story qu'elle écoute le groupe aussi, mais de manière super calculée. Pas directement après, parce que sinon c'est la honte, mais 2 semaines après. Et comme ça, la personne qui leur plaît va leur envoyer un message. Et vu que c'est la personne qui leur a envoyé un message, ils ont un sentiment de contrôle sur la situation, parce que c'est pas eux qui ont initié le truc. Techniquement. C'est aussi motivé par une vision négative que l'anxieux évitant a de lui-même, dans le sens où il va pas se dire qu'il peut aller vers la personne et qu'il peut juste lui parler et que si ça floppe, voilà, c'est pas grave. Il va se dire qu'il faut qu'il soit assez bon aux yeux de la personne en face pour que cette personne aille vers lui sans pour autant perdre son indépendance ou le contrôle sur la relation. Expliquer la dynamique du truc comme ça, c'est un peu de la false. Mais signe numéro 7 que vous avez peut-être un style d'attachement anxieux évitant, c'est que vous avez des difficultés à prendre des décisions car vos sentiments
concernant ces décisions sont très inconsistants. Et c'est quelque chose qui va se manifester encore plus à l'âge adulte, parce que du coup, lorsqu'on est adulte, on a beaucoup plus de décisions à prendre, on doit gérer son budget, on doit payer ses factures, on doit gérer... Enfin bon, bref, bienvenue dans la vie d'adulte, pour citer Tate McRae dans Revolving Door. I need to be an adult, but I need a minute. Un adulte qui a un style d'attachement anxieux évitant se retrouve à être désorienté constamment, mais la clé pour pouvoir vaincre ce problème, pour quelqu'un d'anxieux évitant qui est constamment désorienté, comprendre qu'il ne devrait pas prendre une décision directement, et plutôt d'attendre une semaine afin de ne pas regretter cette décision qu'ils auraient prise pile avant. Mais le souci pour une personne anxieuse évitante, c'est que tu n'arrives pas à accéder à cette partie de toi lorsque tu es en activation ou en Désactivation. et pouvoir prendre des décisions au jour le jour et en étant en paix avec ça, ça implique de pouvoir rester alerte et de pouvoir peser le pour et le contre entre la logique et l'émotion. Et c'est quelque chose qui est très difficile pour une personne anxieuse évitante. Et c'est même tellement anxiogène que ça mène parfois à de la procrastination, parce que rien que de peser le pour et le contre entre si oui ou non il devrait faire machin en changeant d'avis 10 fois dans la journée sans pouvoir arriver à une conclusion, c'est super anxiogène et super oppressant. Il y a le premier combat, on va dire, de l'anxieux évitant, prendre des décisions irrationnelles ou de vivre dans cette désorganisation constante sans s'en rendre compte et prendre des décisions qu'il regrette ou qu'il remet en question après, etc., etc. Mais ensuite, une fois qu'il comprend que prendre des décisions, ça se passe toujours comme ça signifie qu'il y a un manque de confiance. Parce que par exemple, j'en sais rien, t'as un anniversaire où tu dois aller la semaine prochaine, mais tu sais qu'en ce moment, t'as besoin de te ressourcer et t'as envie d'être tranquille. 2 jours après, tu dis que oui, tu veux aller à cet anniversaire parce que t'as envie de voir tes amis, t'as envie de machin, si ça, et t'as envie de prendre cette décision-là, sauf que tu sais que au moment de l'anniversaire, tu pourrais être en désactivation, sauf que du coup, maintenant, tu as peur de dire oui parce que tu risques de décevoir les gens et de les laisser dans le vide après. Et c'est pour ça que prendre des décisions à long terme, c'est assez compliqué, mais prendre des décisions spontanées là comme ça, c'est-à-dire je dois faire ça dans 30 minutes, j'ai cette proposition, est-ce que je le fais? Oui, non, c'est beaucoup plus simple parce que tu te lies à l'expérience dans laquelle tu es là maintenant. Ça peut mener à des décisions hâtives, par exemple mettre fin à des amitiés de manière super abrupte, par exemple, une incapacité à tenir des promesses. C'est aussi très compliqué de mettre en place des stratégies pour planifier sa vie, puisque c'est impossible d'accéder à cette version de toi à l'instant T, c'est-à-dire, j'en sais rien, tu veux un boulot, etc., un boulot qui implique que tu doives parler aux gens, etc., et c'est une partie de toi qui existe, tu es très content d'accéder à cette partie de toi qui existe, mais tu n'arrives pas à te projeter et savoir si tu pourras gérer ce boulot à long terme, parce que tu ne sais pas si tu pourras accéder à cette partie de toi tout le temps qui a envie d'aller vers les gens et de parler. Donc déjà, c'est compliqué de prendre des décisions quand on n'a pas conscience de cette désorganisation, et c'est encore plus compliqué de prendre des décisions une fois qu'on en a conscience. Il y a un livre qui s'appelle Scattered Minds, qui s'intéresse à la théorie de l'attachement, mais en prenant en compte tout ce qui est TDAH, et c'est un livre très intéressant que je recommande. Un signe numéro 8, tu lis les gens très facilement, tu as une très bonne intuition. Ça peut être vu comme une bonne chose. Beaucoup d'anxieux évitants ont des métiers qui impliquent d'être au contact de l'autre. J'ai toujours été très fort pour prédire des comportements. Personnellement, j'appelle ça mon don de divination. L'anxieux évitant a compris dès un très jeune âge que ce que les gens disent n'est pas forcément vrai, donc il faut toujours regarder ce qui se cache derrière n'importe quelle information. La personne anxieuse va parfois être dans une hypervigilance aussi, mais pourrait être aveuglée par la manière dont elle idéalise les gens. L'anxieux évitant aussi, parfois, mais il sera aussi capable de regarder les parties d'eux-mêmes qu'ils n'aiment pas forcément, car ils sont toujours plus honnêtes envers eux-mêmes que les personnes anxieuses. Donc, vu qu'ils sont capables de voir en fait à quel point eux-mêmes sont vicelards,
ils arrivent à voir à quel point les autres en face sont vicelards. Donc en fait, ils arrivent à comprendre directement ce qui pourrait se cacher derrière telle ou telle phrase qui pourrait sembler tout à fait anodine. C'est très facile pour eux de lire les gens, de voir des insécurités derrière X ou Y comportement et aussi de voir quand quelqu'un est malhonnête, quand il s'invente une vie, etc., etc., etc. Bizarrement, les seules personnes que les anxieux évitants n'arrivent pas à lire, ce sont les personnes sécures. Parce que justement, ils n'arrivent pas à voir le vice derrière, parce que il y en a pas forcément. Et la première réaction de l'anxieux évitant, ça va être de se dire, mais t'as quoi à cacher, en théorie? Quelqu'un de sécure n'a pas de motivation ultérieure, ils ont une bonne vue d'eux-mêmes, ne sont pas insécures, etc., etc. Et vu que c'est pas quelque chose que l'anxieux évitant connaît, il aura tendance à être sceptique parce que l'environnement d'où vient l'anxieux évitant implique de toujours avoir une stratégie. Et s'il est en face de quelqu'un dont il n'arrive pas à déceler la stratégie, il va pas se dire directement ah ok bon cette personne est juste cool, elle n'a pas de stratégie. Il va se dire je n'arrive pas à identifier sa stratégie et c'est étrange. Signe numéro 9, comportement extrême, recherche de gros high. I'm high all the time. Chose pouvant être vraie pour les autres styles d'attachement. Tous les styles d'attachement insécures peuvent avoir des comportements malsains pour eux-mêmes, toxiques, irrationnels, pour gérer leur style d'attachement insécure. Donc, pour rappel, une personne anxieuse qui va se mettre dans des situations compliquées parce qu'elle n'arrive pas à gérer sa peur de l'abandon, truc. Une personne évitante qui, pour gérer sa solitude, puisqu'elle n'arrive pas à tisser de liens avec des gens, qui peut abuser d'alcool ou des conneries comme ça. Une personne anxieuse évitante aussi. Mais la plus grosse différence, en fait, l'anxieux évitant ressent les émotions avec autant d'intensité qu'une personne anxieuse, mais contrairement à la personne anxieuse, il ne va pas aller vers les gens pour faire cette co-régulation-là, pour parler de ce qu'il traverse à ses amis, etc., etc. Et vu que pour eux, la co-régulation est impossible comme l'évitant, ils cherchent toujours à se réguler émotionnellement au travers d'expériences qui les stimulent, mais qui sont souvent à l'origine même de leurs problèmes. Donc vous allez vous mettre dans des situations très compliquées, en ressentir la peine, mais sans avoir la capacité d'aller en parler avec quelqu'un, et plutôt aller vers ces situations qui vous procurent une grosse expérience émotionnelle, donc un gros high, une grosse adrénaline, etc., etc. Et c'est ça qui va vous réguler émotionnellement. Sauf que le souci, c'est qu'après vous être mis dans ces situations, vous allez ressentir un sentiment de honte parce que vous vous êtes mis dans ces situations et vous n'allez pas en parler. Et cette honte va juste alimenter ces comportements-là. Je sais pas, vous aimez bien manger, votre thème c'est high fatty, etc., etc. Vous allez mais vraiment beaucoup vous goinfrer. Vous pouvez peut-être avoir des troubles alimentaires. Donc ça fait que vous allez faire le nécessaire pour virer cette nourriture de votre corps sans jamais en parler à quelqu'un. Donc du coup, vous ne parlez pas de votre problème et vous ne parlez pas des trucs que vous faites pour gérer ce problème. Voilà, c'est là où je veux en venir. Ou sinon, beaucoup sortir, abuser de substances illicites, boire seul, enfin des trucs comme ça. Bon, là, ce sont des comportements extrêmes, mais pour rappel, le style d'attachement anxieux évitant, c'est 2%. Et je pense que ce petit pourcentage va avec les comportements extrêmes qui peuvent être associés à ce style d'attachement, malheureusement. Par exemple, j'en sais rien, moi, quand j'étais dans le mal, j'allais faire du vélo à 4h du matin. Voilà. J'allais faire du vélo à des heures qui sont absolument improbables. Sauf que du coup, à côté, je dis à mes potes, non, mais il faut vraiment que je dorme. Mon sommeil, c'est vraiment super important pour moi. Mais vu que j'ai dit à mes amis que je devais gérer mon sommeil, que je devais faire ma vie et tout, mes potes, je leur disais, ah non, mais j'ai grave bien dormi. J'ai grave bien dormi. Alors qu'en réalité, je suis allé faire du vélo à 4h du matin sans absolument aucune raison. Genre. Sauf que du coup, vu que je les ai nextés pour ne pas sortir, mais que finalement j'ai pas réussi à dormir et que j'ai pas réussi à travailler non plus, du coup je peux pas dire que j'ai fait du vélo. Pour une personne anxieuse évitante, c'est impossible de gérer leur peine,
donc de se remettre à zéro, on va dire, par rapport à leur système nerveux, virer le stress, etc., etc. Mais il est aussi impossible de ne pas ressentir cette peine. Donc c'est pour ça que peut-être que vous mettez plus longtemps à passer à autre chose que des personnes lambda, parce que du coup c'est impossible de faire de la co-régulation pour gérer cette peine, mais c'est aussi impossible de ne pas la ressentir, et une personne anxieuse peut avoir des comportements extrêmes, mais va pouvoir se co-réguler avec quelqu'un, et un évitant va au contraire juste se mettre dans moins de situations extrêmes, et puis voilà, pour lui, le problème est clos, genre. Et dernier signe qui peut laisser supposer que vous avez un style d'attachement anxieux évitant, c'est que vous aimez beaucoup les gens, mais vous peinez à leur faire une place dans votre vie. L'anxieux évitant est caractérisé par un besoin de contrôle et cette peur de céder ce contrôle sur sa propre vie, sa routine, tout en voulant cette intimité. Quelqu'un d'anxieux va être beaucoup plus enclin à faire des compromis afin de pouvoir coexister avec leur partenaire, puisqu'ils cherchent leur moitié, entre guillemets. L'anxieux évitant a le sentiment qu'il est une personne entière et qu'elle peut vivre seule, et peut d'ailleurs passer de longues périodes sans être dans une relation. Une personne anxieuse va pouvoir le faire mais ne va pas se sentir à l'aise, alors que l'anxieux évitant aura le sentiment d'être le plus optimal lorsqu'ils seront seuls, tout en voulant cette intimité. Ils vont essayer d'entrer dans une relation avec quelqu'un qui leur permettra de n'avoir jamais à faire aucun compromis, comme l'évitant, mais la différence est que l'anxieux évitant veut cette intimité. Un partenaire de l'anxieux évitant aura toujours l'impression de devoir se plier aux exigences de celui-ci, qui sera souvent très rigide. Mais pourtant, et c'est là qu'on peut voir les comportements toxiques de la personne anxieuse évitante, malgré le fait qu'ils ont absolument pas envie de faire de compromis, mais qu'ils veulent cette intimité, ils vont essayer de garder cette personne auprès d'eux, alors qu'à l'inverse, une personne évitante, si elle voit que c'est impossible de garder sa routine avec cette personne, et que la personne en face ne veut pas se plier à toutes leurs exigences, bah, ils vont juste se dire cette relation n'est pas faite pour moi, bah tant pis, ciao. Alors que l'évitant veut la relation. C'est juste qu'il va faire le choix de virer cette relation parce que pour lui, sa routine, etc., etc., est plus importante. Alors qu'une personne anxieuse évitante va vouloir cette relation. Ça peut être une expérience qui peut être très déroutante pour la personne en face, qui ne comprend pas ce que l'anxieux évitant veut, et qui va même se dire bah, que l'anxieux évitant est assez égoïste, quoi. Sans vouloir call out qui que ce soit. Mais en tout cas, tout ça, ça se passe parce que intégrer ce que tu veux émotionnellement et logiquement est compliqué pour l'anxieux évitant. C'est-à-dire que tu veux les relations, tu veux le côté intime, tu veux vivre une histoire d'amour, etc., 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 mais tu ne peux pas te défaire de ta routine et de qui tu es, parce que du coup, bah, tu as juste peur de te perdre dans cette relation, justement parce que pour toi, être dans une relation et être à fond dedans, c'est possible uniquement si bah, tu te défais de tous tes besoins et que tu es à la merci de ton partenaire, ce qui en général va rebuter une personne sécure, mais qui va attirer des personnes qui pourraient être assez toxiques ou narcissiques par exemple. Donc encore une fois, c'est des soucis qui vont juste alimenter des relations toxiques et qui vont les faciliter en plus. Quoi? Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Je suis votre hôte Luche, que vous pouvez retrouver sur Instagram et Twitter à @luctvt, sinon sur TikTok à @luchekaye sur conférence, ou sur TikTok, Instagram et Twitter à @equapodcast si vous voulez le suivre et partager certains de ces extraits pour donner de la force au podcast. Merci beaucoup, j'espère que cette série d'épisodes en aura aidé plus d'un. Si vous vous êtes reconnu dans les comportements qui ont été énoncés, sachez que vous n'êtes pas une mauvaise personne et que ces comportements ne sont pas le résultat de si oui ou non vous êtes une mauvaise personne, mais plutôt l'environnement dans lequel vous avez grandi, les parents avec lesquels vous étiez, vos dynamiques familiales, ce genre de choses, etc., etc. Et oui, effectivement, il est important de se regarder dans une glace et de comprendre en quoi il est important de se regarder dans une glace et de comprendre en quoi nos propres comportements influent nos relations et en quoi nos propres traumas alimentent juste des schémas qui se répètent. Mais c'est aussi important
d'arriver à avoir de l'empathie envers soi-même. Et je pense qu'arriver à faire ces deux choses, c'est-à-dire avoir les yeux en face des trous sans pour autant se blâmer et être méchant avec soi-même, arriver à faire ça, déjà c'est un très grand début et c'est déjà très très bien. Et si vous arrivez à faire ça, félicitations. Si vous arrivez à faire ça seulement depuis récemment, encore plus grosses félicitations. Mais en tout cas, moi personnellement, je maintiens que avoir découvert la théorie de l'attachement, c'est un truc dont je serais reconnaissant, mais pour toujours, genre. Après, est-ce que je pense que c'est la réponse à tout? Absolument pas, et je pense pas que ça devrait l'être non plus au risque d'alimenter d'autres trucs toxiques, parce que si tu t'en remets uniquement à ça, je pense que ça peut être un problème. Ça m'a aidé à me défaire d'un assez gros nœud. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Peut-être que dans un an, vous allez m'écrire et me dire que vous avez écouté le podcast et que vous avez fait beaucoup de travail, mais que c'était très compliqué, etc., et que maintenant, c'est pas oufissime. Enfin, c'est pas complètement géré, mais ça va beaucoup mieux. Et si jamais vous m'envoyez ce message d'ici un an, bah, je serai très content de le lire. Et puis voilà, c'est tout. Mais en tout cas, quel que soit votre style d'attachement, je pense qu'il est important, après vous être remis de toutes ces informations, de prendre du temps pour vous, mais de ne pas vous isoler, parce que bah, les troubles de l'attachement ne sont guérissables que par l'attachement, et je trouve que c'est quelque chose de très très cool, de beau finalement, parce que c'est en allant vers les gens et en ayant des dynamiques relationnelles avec les gens que vous pourrez vous rendre compte de quels sont vos triggers, par exemple, et quelles étaient vos réactions face à ces triggers par le passé, les ajustements que vous pouvez faire et les ajustements que vous pourrez remarquer. C'est des trucs qui sont tellement ancrés depuis la nuit des temps que c'est compliqué de s'en défaire directement. Mais admettons, vous avez réussi 6 fois à adapter votre stratégie, à avoir des comportements plus sains, vous avez floppé 4 fois, bah c'est pas grave. Là, c'est 6-4, après ça sera 7-3, et après ce sera 8-2, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez développé de nouvelles stratégies, de nouvelles habitudes, et faire ça, ça demande du temps. Vouloir le faire et tout mettre en œuvre pour le faire, je trouve que c'est très noble, et c'est quelque chose que bah, beaucoup de gens ne font pas et ne feront jamais en fait. Donc rien que le fait que vous ayez cette démarche, je trouve que c'est très très bien. Prenez soin de vous, soyez gentils avec vous-même. C'est tout ce que j'ai à dire concernant cet épisode, mais en tout cas pour donner des conclusions, bah en fait ça a été super utile pour moi de comprendre quelles étaient ces dynamiques relationnelles et comment ces schémas fonctionnaient, parce que bah je sais pas, moi j'ai toujours besoin de savoir pourquoi en fait. J'essaie d'arrêter, parce que parfois c'est toxique et il n'y a pas besoin de savoir pourquoi, il faut juste prendre ses clics et ses claques en fait. Mais pouvoir comprendre ces dynamiques et pourquoi j'étais un peu la mythe qui allait vers la lumière toxique tout le temps, je sais pas, ça a changé beaucoup de choses pour moi. J'en sais rien, par exemple, si y a quelqu'un qui est un peu évitant, etc., mais que j'insiste quand même et tout, je me dis, ah, ça c'est ton côté anxieux qui parle, tu devrais laisser cette personne. Quand je suis face à une personne qui est un peu plus anxieuse, du coup, j'essaie de trouver un juste milieu entre rassurer cette personne, mais aussi mettre mes barrières pour prendre mon espace parce que la personne me gonfle, genre... mais quand même mettre les formes et tout, et surtout communiquer de manière saine pour que tout se passe bien. Sinon, j'ai un détecteur à situationship maintenant, donc c'est super cool. Au cours de l'année 2024, on a essayé de me faire des actions de situationship 3 fois, mais j'ai quitté les lieux assez rapidement et je suis assez fier de moi, et j'ai mis mes barrières et je suis parti. J'ai quitté les lieux, vraiment. La personne était... comment on dit sur Twitter? When the chow is tea but the fina is gag. Sis, I'm dead as a chow. Et c'était là où je voulais en venir en fait. Cette trilogie sur la théorie de l'attachement, c'était juste pour dire ça. Et puis voilà, clock that tea. Prenez soin de vous, Mav. La guérison est un long chemin qui n'est pas de tout repos, mais... je vous invite à écouter Somewhere Over the Rainbow et vous allez capter où je veux en venir. Mais en tout cas, voilà, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Gros bisous. Prenez soin de vous et puis ciao. Quoi?